Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Désolé pour le cadre qui est un petit peu changeant. Vous allez voir, ça va prendre forme petit à petit à la suite de votre formation. Et en tout cas, je m'excuse si voilà, le cadre n'est pas top et si la qualité vraiment de ma face caméra n'est pas géniale. Mais vous allez voir, le but de toute façon, c'est d'être sur l'ordinateur. Donc ça risque d'être vraiment sympa. Donc dans ce module, on va voir tout simplement comment traiter les objets médias plutôt classiques. Donc c'est parti. Donc, comme je l'ai dit, ce module va vraiment être sur les traitements de base des médias que vous possédez déjà. C'est-à-dire que si vous avez déjà des cours où vous avez des médias audiovisuels, que ce soit photo, photo 2D, vidéo, vidéo 360, photo 360 également bien évidemment, et toute la partie audio, si vous avez de la voix, des musiques à traiter, on va voir ça en détail dans cette vidéo sans non plus aller trop loin parce que ça fait partie des formations qu'on propose chez Immersive Ambition qui sont totalement dédiées à la réalisation de ces objets médias, c'est-à-dire qu'on va de la réalisation des scénarios jusqu'à la diffusion de ceux-ci, par exemple pour la vidéo 360 ou la photo 360 ou l'audio ambisonique. Bref, parenthèse fermée, l'objectif de ce module il est vraiment simple, comme vous l'avez vu, c'est si vous avez déjà des objets médias ou si vous décidez du coup d'en acheter en ligne ou de trouver des objets médias sur des banques d'objets médias, il faut savoir que ces objets médias ne sont pas forcément super propres, et super utilisables et super compréhensibles au premier abord. Exemple typique, vous avez filmé une vidéo en 2D avec votre smartphone il y a 5 ans et vous voulez toujours l'exploiter dans votre visite virtuelle interactive. À ce moment-là, il va peut-être falloir faire quelques traitements pour que celle-ci soit exploitable et au goût du jour parce qu'on n'arrive plus à voir certains éléments, parce que la résolution ne suffit plus, parce qu'elle est sous-exposée, elle est surexposée, il y a des problématiques à régler et on va le faire dans cette vidéo. Pourquoi il est important vraiment de traiter ces objets médias? Rassurez-vous, dans 80% des cas de figure, je pense, vos objets médias ne seront pas réellement à traiter. Peut-être que des fois, il va falloir simplement les compresser, c'est-à-dire faire un export pour pouvoir compresser et réduire le poids de ceux-ci, mais ça s'arrêtera là. Mais peut-être que vous allez tomber face à des médias totalement obsolètes, entre guillemets, qu'il va falloir remettre au goût du jour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on va attaquer tout de suite. L'ordinateur de montage de post-production. Donc il y a un ordinateur assez puissant de notre côté qui nous permet d'enregistrer le flux vidéo où est-ce que je suis en train de vous parler et d'enregistrer également ce que je suis en train de faire sur le logiciel. Alors il faut savoir que pour la partie photo 2D, on va utiliser de notre côté toute la suite Adobe et sur l'intégralité de ce tutoriel, on va utiliser la suite Adobe. Je vous invite à faire de même si vous pouvez avoir un abonnement payant de la suite Adobe Creative Cloud, ce qui s'appelle Tout Creative Cloud, vous aurez l'intégralité des logiciels. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder au niveau de votre exercice pratique, je vous ai mis d'autres logiciels qui sont totalement gratuits, qui vous permettent de faire quasiment la même chose. C'est juste que Adobe, c'est un outil professionnel qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin et surtout d'avoir une synergie entre tous leurs logiciels. Donc on commence tout de suite par la première phase. J'ai pris une photo que j'ai fait pour un client juste ici, alors qui n'est pas traitée. Cette photo a été shootée dans un format RAW, c'est-à-dire une photo non traitée. Je vous invite à faire de même si vous avez cette possibilité sur votre smartphone ou sur votre appareil photo, ce qui me permet de pouvoir faire des retouches ici, juste à droite dans le panneau de retouches. On a la prévisualisation au milieu. Donc vous allez me dire, peut-être que cette photo vous semble correcte, vous, sur votre écran à l'heure actuelle. Alors, mettez-vous bien en qualité maximale sur YouTube si vous pouvez le faire. Moi, de mon côté, je vois beaucoup de problématiques et beaucoup de défauts sur cette photo. En même temps, je peux également zoomer pour voir différentes problématiques un peu plus aisément. Donc cette photo est un bon exemple parce qu'il nous permet de voir les problèmes de colorimétrie, de corriger une peut-être surexposition à certains endroits ou une sous-exposition à d'autres endroits, et de corriger également la correction de bruit numérique, donc qui sont les petits grésillements que vous pouvez voir dans cette zone très sombre de l'image et même sur certains des visages. Alors j'ai shooté avec un boîtier plutôt haut de gamme, mais pas forcément dans des conditions ultra faciles. En intérieur, on était dans un endroit très sombre avec des spots de lumière qui arrivaient à certains endroits. Donc on est parti pour la première phase, comprendre la colorimétrie de base. Donc la colorimétrie se gère ici et on va la faire en 3 phases. Tout simplement, on va devoir adapter les noirs et les blancs pour que ceux-ci, en général, arrivent aux noirs les plus noirs et aux blancs les plus blancs sans qu'ils ne soient cramés. Quand on dit cramé, ça veut tout simplement dire qu'on évite que ça sature vraiment dans les hautes lumières ou dans les basses lumières. Pour ce faire, au niveau de Photoshop, vous pouvez prendre le bouton Alt et aller sur le noir qui vous permet de mettre les noirs
à 100% au noir. Et de faire pareil avec Alt et prendre le potard au niveau du blanc et d'aller juste au moment où les blancs commencent à arriver juste ici. Il faut savoir que les spots de lumière sont des lumières tellement puissantes qu'elles sont déjà cramées d'origine lors de la captation, donc on ne pourra pas les récupérer. Là, j'ai géré mes noirs et mes blancs. Ensuite, il y a une phase de gestion du contraste qui est tout simplement la gestion des ombres et de haute lumière. Donc on va pouvoir pousser un petit peu plus au niveau des ombres. Vous voyez, si j'exagère un petit peu, ça serait comme ceci. On va pousser comme ceci et remonter un petit peu les hautes lumières. Alors attention, si je remonte les hautes lumières, je vais rebaisser un petit peu les blancs. Donc là, on a ajusté le contraste global de l'image. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, qui est tout simplement en fait d'ajuster la température de couleur. En général, les appareils photo gèrent très bien la température de couleur, mais vous avez souvent une petite pipette ici qui s'appelle un sélecteur de balance des blancs qui vous permet, en sélectionnant une zone plutôt dans les tons blancs, d'ajuster la balance des blancs globale de votre scène automatiquement. Donc c'est plutôt correct, ça tire quand même un petit peu sur les bleus à mon goût, donc je vais la réajuster manuellement en changeant le potard de température. Ok, la température c'est fait, maintenant on va ajuster la saturation. Mon boîtier fait déjà des images plutôt saturées, mais je vais pouvoir pousser un petit peu pour ajouter de la saturation. Voilà, plus 20, on est plutôt cohérent. Il faut que ça représente exactement ce que vous avez vu le jour J. Voilà, vous avez fait cette première phase de colorimétrie sur votre image. Donc je répète, on gère les contrastes généraux de l'image. On va ensuite gérer la température de couleur, puis la saturation. Et votre image est correctement colorée. On appelle ça la colorimétrie. Grâce à cela, on a géré du coup la deuxième phase que je vous ai dit, c'est la surexposition, la sous-exposition. Si on regarde le front de monsieur, on a forcément une lumière qui arrive en plein sur un front. Sans cheveux, c'est tout le temps un petit peu compliqué. Mais si je mets l'image avant-après, alors on peut se rendre compte que du coup, l'image d'après n'est pas forcément plus intéressante au niveau de sa chemise, mais si on regarde encore une fois au niveau des blancs, la chemise n'est pas cramée. Donc on a des informations dans la chemise, donc ça nous suffit amplement. Elle sera moins jaunie. En revanche, on peut voir qu'on a monté l'exposition de certaines zones et du coup on voit qu'on a du bruit numérique qui s'est ajouté sur le visage de madame. Ou pour le voir, vous allez dans une zone très sombre comme ceci et vous voyez que ça grésille. Ça grésille plutôt pas mal d'ailleurs. Donc je vais dézoomer et repasser en mode normal comme ceci. Et donc ça c'est vraiment la dernière phase pour réduire le bruit numérique. Alors à l'heure d'aujourd'hui, tous les outils ont un réducteur de bruit sous intelligence artificielle qui vous permet de retirer ce grésillement et de le faire proprement. Donc ce n'est pas forcément magique à tous les coups, mais plus l'intelligence artificielle va être développée à ce niveau-là, plus ça va être intéressant. Avant de faire cette petite étape, je vais déjà recadrer mon image parce qu'on voit qu'elle n'est pas de niveau. Vous voyez, la ligne des sièges qui est juste en dessous n'est pas forcément droite. Ça me plaît pas beaucoup. On va juste faire un réajustement. On va dans l'outil superposition et recadrage et on va pouvoir faire pivoter tout simplement comme ceci en mettant la ligne des sièges en bas à peu près de niveau. Il faut se fier à une ligne qui est plutôt droite dans votre image. Voilà, comme ceci. On appuie Entrée pour recadrer. Maintenant, l'image est parfaitement d'aplomb. On va retourner ici dans nos réglages de couleur, d'accord? Et pour la partie IA, on va devoir descendre. En général, c'est quelque chose qui se trouve beaucoup plus bas dans la partie détail. Alors, je vois que la réduction de bruit a déjà été appliquée sur cette image. Effectivement, si je vous montrerais le grésillement qu'il y avait avant, vous seriez d'accord avec moi que la réduction de bruit a déjà été appliquée. Alors, si je l'enlève, voici ce que l'on obtient. Ça, c'est la photo sans la réduction de bruit. Et là, je vous montre la photo avec la réduction de bruit. Donc, vous voyez que c'est quand même extrêmement flagrant. Ça embellit votre image, mais en même temps, ça la rend beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus propre. Et visuellement parlant, c'est sympathique. Voilà, on a vu vraiment la base de tout, c'est-à-dire les corrections colorimétriques, éviter les surexpositions et sous-expositions, savoir faire un recadrage et tout simplement réduire le bruit. Passons maintenant sur la vidéo 2D. Alors, c'est plutôt simple et c'est plutôt représentatif de ce qu'on vient de faire pour la photo 2D. Les techniques, en tout cas, de colorimétrie sont quasiment similaires. Vous allez juste voir qu'on va faire une petite phase de montage simple. On va ajuster également la colorimétrie et la luminosité globale de notre vidéo. On va essayer de repérer si notre vidéo qui a déjà un son dessus, si le son est problématique ou non, si le son est correct ou non. Donc on est parti, on va utiliser le logiciel qui s'appelle Premiere Pro qui est dédié à ça dans la suite Adobe Creative Cloud.
Nous voici sur l'interface d'Adobe Premiere Pro qui peut faire un petit peu peur au premier abord et c'est pour ça que je vous invite à vous former si vous voulez aller plus loin dans le traitement. Là, je vous ai ouvert un projet qui est finalisé, terminé. Vous voyez qu'il y a les retouches colorimétriques qui ont été faites. On est bien, encore une fois, sur la même scène que tout à l'heure, donc c'est assez intéressant. On a bien des animations graphiques ici. On a du sous-titrage pour les personnes qui sont en situation d'handicap spécifique ou qui ont des difficultés auditives. Et donc, c'est un moyen de compensation qui est très intéressant, encore une fois. Donc, on va partir sur une base saine, c'est-à-dire que je vais dupliquer ce montage. Pour l'instant, ne faites pas attention à ce que je fais. Que l'on va appeler test. En double-cliquant dessus, je vais supprimer l'intégralité de mes médias. Nous voici sur une timeline. Donc la timeline, c'est l'emplacement ici où je vais pouvoir faire mon montage vidéo. Un montage vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un enchaînement de plusieurs plans qui ont été déjà dérushés. Donc, dans mon cas de figure, je vois que j'ai des vidéos qui proviennent d'un Canon R5, qui est une caméra. Je vais pouvoir regarder mon métrage comme ceci. Donc vous voyez, on voit la vidéo qui est juste ici. Vous allez me dire, elle est totalement grisâtre, etc. La qualité n'est pas forcément incroyable, mais détrompez-vous. Au contraire, la qualité est vraiment parfaite. Ça a été filmé dans des formats un peu spécifiques qui permettent de faire la colorimétrie plus facilement. Donc par exemple, ce moment-là où la personne balaye est très intéressante pour moi pédagogiquement. Je vais la sélectionner en faisant un point in et un point out. Et je vais la glisser, déposer dans mon montage. Comme ceci. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Voilà, on a bien au-dessus la piste vidéo, en dessous la piste audio. Donc vous voyez que quand je l'ai glissé dans mon montage, la colorimétrie s'est appliquée automatiquement. Ça, c'est une technique professionnelle qui permet de passer d'un espace colorimétrique à un autre automatiquement, dépendant de votre caméra. Mais ça ne veut pas dire que la colorimétrie est parfaite à ce moment donné. On va déjà se concentrer sur le montage. Donc ça, c'est ma première scène où la personne balaye. Je vais peut-être trouver un plan un petit peu plus large pour la suite. Parfait. Je vais prendre le moment le plus intéressant avec un petit peu de mouvement et de poussière. Parfait. Et je vais le glisser-déposer. Voilà, vous avez réussi à faire votre montage. Pour un peu plus de cohérence, on va le mettre après, d'accord? On voit que la personne balaye, elle arrive dans l'angle. C'est parfait. Vous avez fait votre montage, c'est juste mettre bout à bout les morceaux de vidéo qui vous conviennent. N'importe quel outil va vous permettre de le faire. Ensuite, allons sur la partie colorimétrie. Quand vous allez cliquer sur un rush comme ceci dans votre timeline, tout simplement, vous allez pouvoir ouvrir maintenant une fenêtre, la fenêtre couleur, qui va vous permettre d'avoir un espace de travail dédié à la retouche de couleur. On va voir que ça fonctionne un petit peu comme Photoshop, hein, tout simplement. Avec à droite mon panneau avec toutes les possibilités de retouche de couleurs et à gauche ce qu'on appelle des vectorscopes, des histogrammes qui vous permettent de travailler grâce à ceux-ci un petit peu plus aisément, à faire une colorimétrie assez poussée. On va pouvoir faire le même principe, c'est-à-dire coller les noirs au niveau de 0 ici sur l'histogramme. Encore une fois, je vais vite parce que sinon cette vidéo va durer extrêmement longtemps. Et je vais coller les blancs ici tout en haut. On va renforcer le contraste en poussant les tons foncés, en remontant les tons clairs, par exemple. D'accord? Donc là, on a un contraste beaucoup plus sympa, même si mon image était déjà très bonne à la base. Ok? Et on va éviter non plus de montrer trop les tons clairs, sinon on va obtenir du bruit. Voilà, donc là, on a fait le contraste global de notre scène. On va ensuite, comme tout à l'heure, au niveau de la balance des blancs, on peut se servir de la pipette qui est présente et viser sur un ton à peu près neutre, comme du blanc ou du gris neutre, pour pouvoir faire la température. Voilà, automatiquement le logiciel a adapté ma température de couleur. Ça me convient plutôt bien. Ensuite, au niveau de la saturation, je suis à 100, je pourrais pousser un tout petit peu pour que l'image soit plus saturée. Voilà, si vous voulez voir un avant-après, ici qui ne sera pas vraiment représentatif, mais parce que l'image était très bien filmée à la base et les conditions étaient excellentes. Mais voilà, on a tout de suite une image beaucoup plus intéressante. Et si vous voulez ne pas vous embêter à faire la colorimétrie sur chaque plan, vous pouvez bien évidemment, dans Options d'effet, copier votre effet qui s'appelle couleur luminerie dans mon cas de figure et le coller sur le deuxième plan. Comme ça, ça matche parfaitement de l'un à l'autre. Voilà, vous savez faire la colorimétrie sur le même principe que de la photo. Alors si je zoome un petit peu dans ma timeline, ici vous voyez que la piste du bas c'est l'audio. Pour
que vous y voyez plus clair, je vais encore l'agrandir. Vous voyez les petits pics qui sont ici, c'est ce qu'on appelle le waveform. C'est la forme d'onde audio de notre clip. Dans ce cas précis, on est vraiment dans un hangar. Il y a un bruit constant, forcément, des vaches, des équipements, etc. qui sont dans ce hangar et la personne qui balaye. Alors, si c'est intéressant et si c'est obligatoire pour vous d'avoir le bruit de balai et qu'il soit audible, vous pouvez ajuster tout simplement votre audio en montant ou descendant ici le niveau audio. Vous pouvez le faire de différentes manières, bien évidemment, selon l'outil que vous utilisez. Alors, au niveau d'un montage vidéo finalisé avec de l'audio et par exemple de la voix off, on verra ça tout à l'heure sur la partie audio. Passons maintenant à la photographie 360. Vous avez des banques de photographie 360 en ligne, vous pouvez les générer par intelligence artificielle. Vous pouvez les capturer vous-même, vous pouvez avoir des archives d'une société qui a déjà fait ces photos 360 pour votre structure et du coup, vous dites purée, j'aimerais vraiment les améliorer, les remettre au goût du jour et que l'immersion soit très intéressante quand on la met dans notre visite virtuelle interactive. Donc la photo 360, si vous êtes sur 3D Vista, vous doutez que c'est la base de tout. Pour ceux qui ont choisi vraiment ces modules complémentaires sur les objets médias, vous inquiétez pas, vous allez voir tout en détail. Là, on voit vraiment que des très petites bases, vraiment sur la partie traitement uniquement. La photo 300, c'est une photo panoramique, du coup, qui va faire l'intégralité du tour de la tête d'une personne, pour être très grossier, mais la photographie fait 360 degrés sur la partie horizontale et 180 degrés sur la partie verticale au format écrit rectangulaire 2:1. On va voir encore une fois la partie déformation, donc sur une photo 360, si elle a été mal capturée, mal stitchée, donc c'est l'assemblage, on va devoir la réajuster correctement pour qu'elle soit de niveau. On va faire cette petite phase-là. Au niveau de la colorimétrie et de l'étalonnage, je ne vais pas vous refaire un point dessus parce que vous venez de le voir sur les photos et les vidéos. Et c'est similaire pour de la photo 360 et de la vidéo 360, d'accord? Il faut vraiment que la colorimétrie représente ce que vous avez vu à l'œil nu. Et on va voir comment, du coup, optimiser le stitching de vos photos 360. C'est parti! Alors, pour illustrer mes propos, je vais quand même rester sur la partie Premiere Pro, mais vous verrez, le principe est exactement le même, peu importe l'outil que vous allez utiliser. Du coup, on peut voir que cette image n'est pas du tout à l'horizon, c'est voulu, c'est moi qui ai triché un petit peu, j'ai mis un effet dessus. Mais dans l'idée, pour pouvoir réajuster l'horizon de cette photographie 360, pour que, tout simplement, elle soit totalement de niveau, parce qu'on a l'habitude de voir les choses de niveau, je vais pouvoir ajuster son inclinaison et son panoramique ou son déroulement pour pouvoir l'ajuster correctement. En fait, c'est le X, Y, Z de la photo. On va pouvoir la faire bouger dans tous les sens pour qu'elle soit totalement de niveau. Là, elle a été shootée comme ceci, la photo, mais au moins vous avez quelque chose de cohérent. Si on bouge l'inclinaison, voici ce qu'on obtient, d'accord? On peut revenir à 0. Si on bouge le panoramique, on obtient ceci, ça nous permet tout simplement de mettre le point 0 si vous êtes connaisseur en photo 360. Et en termes de déroulement, on obtient quelque chose comme ceci quand on le bouge. Voilà, on va repartir sur 0. Vous avez réussi à mettre votre image totalement d'aplomb, totalement horizontale. Sinon, les personnes qui vont la voir dans un casque de réalité virtuelle ou sur un ordinateur vont être totalement désorientées et potentiellement malades. Au niveau de la colorimétrie et de la lumière, là, dans cette démonstration, c'est une photo qui a déjà été traitée. Donc, elle date un tout petit peu, donc c'est pour ça qu'on n'a pas une très bonne dynamique, c'est-à-dire qu'on ne voit pas beaucoup d'informations dans les blancs là-bas au niveau du ciel. Et peut-être qu'il y a des noirs aussi qui sont bouchés. Alors, pas d'inquiétude, là mon sujet principal c'était bien la camionnette, le tableau de bord, etc. Donc tout est ok d'un point de vue pédagogique, il n'y avait aucun problème. On s'en fiche un petit peu de ce qu'il y a à l'extérieur, pour être très très franc. Et donc pour pallier à ce problème de surexposition ici, donc on est cramé, donc on pourrait rien faire, on ne pourrait pas récupérer des éléments dans le ciel. Il aurait fallu faire un shooting beaucoup plus haut de gamme pour pouvoir avoir ces informations. Pour la colorimétrie, ça fonctionnera exactement comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on commence par le contraste, on va sur la température des couleurs et la saturation, qui sont vraiment les trois éléments principaux de correction. Au niveau de la photo 360, ça se peut que vous ayez du bruit si vous travaillez avec des caméras très peu performantes. Donc vous pouvez faire un traitement de réduction de bruit par intelligence artificielle et le tour sera joué. Au niveau des jointures de l'image, au niveau à droite ici et à gauche, quand ça va être remis dans une sphère 360, vous pouvez avoir des problématiques si vous avez mal fait votre traitement. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas des retouches colorimétriques qui sont adaptées
au format 360 degrés, vous allez avoir une jointure qui se crée. Vous voyez, à ce niveau-là, il y aurait une jointure. Donc faites attention, utilisez que des effets qui sont adaptés à la réalité virtuelle. Et pour ce faire, en général, vous tapez VR dans vos options d'effets, dans les effets juste ici à droite, et vous aurez l'intégralité des effets qui sont potentiellement utilisables en réalité virtuelle. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais il faut savoir les manier avec précaution, comme la colorimétrie par exemple, qu'il faut manier avec une grande précaution. Si vous avez une jointure ici qui se crée, n'hésitez pas à me montrer le résultat à la fin de ce chapitre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une vidéo 360? On l'a vu sur le chapitre précédent, donc c'est bien une vidéo qui est vraiment à 360 degrés au format écrit rectangulaire 2:1, qui sera projetée dans un casque de réalité virtuelle, dans un ordinateur, dans un dôme, sur une tablette, etc., etc. Et donc, quelles sont les problématiques que vous allez rencontrer si vous achetez, si vous procurez des vidéos 360 qui ne sont pas forcément à la hauteur, ou si vous capturez par vous-même et que vous n'avez aucune notion de traitement? Je vais vous donner quelques petites clés. Et la meilleure méthode pour vous illustrer comment on retouche, comment on assemble, comment on retouche une vidéo 360, c'est d'utiliser un stitcher. Donc un stitcher, c'est un outil qui vous permet d'assembler les différentes lentilles de votre caméra 360 pour obtenir une image équirectangulaire, ou du moins une vidéo 360 équirectangulaire. Donc on va utiliser GoPro Fusion Studio 1.4 dans notre exemple, avec des images d'une GoPro Fusion que j'ai réalisée pour un client il y a plusieurs années. Donc je vais glisser-déposer mon dossier back et mon dossier front. Je vous avoue que je ne sais plus exactement quelles sont ces images. On va voir ça tout de suite. Parfait, ce sont une GoPro Fusion qui a été mise sous un drone. Comme vous pouvez le voir ici, voici le type d'image qu'on peut obtenir en équirectangulaire sous un Mavic 2 Pro avec une GoPro Fusion, qui est restée pendant longtemps vraiment la méthode la plus facile et la plus efficace pour faire une vidéo 360. On peut voir du coup à l'image que la première chose qu'il faut faire, c'est le stitching. Là, on est vraiment dans l'outil de stitching, donc il va falloir sélectionner la zone que vous avez besoin, par exemple ici jusqu'à ici pour faire un travelling linéaire. Et donc après, vous avez juste à ajouter à la file d'attente de rendu et le logiciel en lui-même va se charger de faire le meilleur stitching possible. Voilà, encore une fois, ce sont des grandes bases. Je vous invite à ne pas faire de retouches colorimétriques. Ici, vous voyez, vous pouvez faire des retouches de couleurs. Et je vous invite à ne pas en faire et à le faire sur un outil plus performant comme les outils de la suite Adobe. Pour le montage vidéo 360, en fait, le principe est le même. Là, je suis dans un outil de stitching, donc je devrais déjà stitcher, assembler toutes mes images pour pouvoir avoir tous mes rushs en vidéo 360. Et ensuite, seulement, on réaliserait le montage sur la même méthodologie que je vous ai montré tout à l'heure sur de la vidéo 2D. Ce qu'il faut juste savoir ici au niveau du stitching, si vous avez des problématiques ici d'horizon, donc là je suis sur une région un petit peu vallonnée, donc l'horizon était très bon, on peut croire qu'il est un petit peu déformé, et si c'est le cas, vous avez juste à adapter comme ceci pour que tout soit parfaitement horizontal. Là le résultat me semble vraiment satisfaisant. Et au niveau du lacet, ça vous permet de dire où est le point 0 de votre vidéo. Bref, petite parenthèse fermée, mais c'est un outil de stitching qui vous permet de faire l'assemblage de toutes vos lentilles. En l'occurrence, vous la voyez ici, la zone de stitching, et vous la voyez ici aussi au niveau des hélices, car ce n'est qu'une prévisualisation, ce n'est pas le rendu définitif. Pour régler les problèmes de luminosité et de couleur, encore une fois, on va sur un outil comme Premiere Pro ou After Effects, ou un outil d'édition vidéo comme DaVinci Resolve, qui est totalement gratuit, sur sa version gratuite. Et donc, on va retoucher les couleurs exactement comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il faut savoir que les caméras 360 enregistrent des sons quelquefois en mono, en stéréo ou même en ambisonique, c'est-à-dire avec un son à 360 degrés. En général, l'ambisonique du coup n'est pas bon de base dans la caméra, et encore moins les sons en mono ou en stéréo. C'est-à-dire que le son que vous allez enregistrer dans la caméra en elle-même est simplement un son de référence. Il ne vous servira jamais dans le montage final, en tout cas, je vous invite à ne pas le faire. Il faudra alors acheter un micro séparément, un micro 360 degrés pour pouvoir le mettre sur votre caméra ou en dessous de votre caméra, ou enregistrer le son totalement à part. Là, dans mon cas de figure, avec le drone, bien évidemment, vous en doutez, l'intérêt est moindre d'avoir le son du drone. Mais peut-être que, là, pour ce client, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé le micro au sol quelques minutes après avoir posé le drone, à peu près à l'emplacement exact où le drone était. J'ai situé mon micro, l'avant du micro, exactement vers la face avant de ma vidéo 360, ce qui m'a permis ensuite, en post-production, de les mettre les deux ensemble et d'avoir
la vidéo et l'audio qui est totalement cohérent. Passons maintenant sur la partie sonore en tant que telle, comment on fait pour traiter un son de base. On va voir les choses les plus probables qui peuvent vous arriver, sur lesquelles vous pouvez tomber. Donc tout d'abord, un son en mono ne serait que sur une piste, un son en stéréo sur 2 pistes, un son ambisonique sur un nombre de canaux bien défini dépendant de la qualité de l'ambisonie que vous voulez. Jusqu'à là, vous arrivez à me suivre, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions ou à vous former sur la partie ambisonique au sein de notre centre. On va voir comment retirer le bruit. Donc ce qu'on appelle le bruit cette fois-ci, c'est le petit que vous entendez parfois, même de mon côté, dans mon micro, parce qu'on a des nouveaux studios et du coup, tout n'est pas encore totalement finalisé. Mais on a un petit grésillement auditif, hein. Contrairement au bruit vidéo qu'on a vu tout à l'heure, on a un grésillement auditif qui est très perturbant. Si vous faites une vidéo ou un podcast qui dure 1 heure et que vous voulez l'intégrer dans votre visite virtuelle interactive ou dans votre support de cours, peu importe, les élèves, au bout d'un moment, au bout d'1 heure de grésillement, vont vraiment saturer, ils vont avoir des problèmes, ils vont avoir un mal de tête qui va vraiment arriver. C'est une obligation. Il faut que le son soit le plus clean possible. La vidéo, les vidéos 2D, les photos, etc., c'est déjà très important que ce soit très propre visuellement, mais croyez-moi que l'audio, c'est 50% d'un média audiovisuel. C'est pour ça qu'on met bien le audio avant le visuel, média audiovisuel. Donc, il est plus important que votre audio soit correct plutôt que votre vidéo. Donc, si vous avez du temps à passer sur vos médias, je vous conseille d'en passer le plus possible sur l'audio plutôt que sur la vidéo. On va voir tout simplement comment réduire le bruit de vos sons et tout simplement comment jauger votre son si vous avez une piste de musique par exemple et une piste de voix pour que ça colle parfaitement dans votre montage. Et pour cela, nous allons rouvrir tout simplement le même projet que tout à l'heure avec un de mes clients. Je vais ouvrir le montage numéro 3 ici et ce qui nous importe, c'est vraiment la partie audio, d'accord, qui est juste en dessous. Donc comme on peut le voir dans ce montage, j'ai une piste de musique qui est la piste verte tout en bas, juste ici. Et j'ai des pistes de bruitage juste ici ou de voix. Donc c'est très important de comprendre qu'on ne va pas laisser la musique tout le temps au même niveau audio et les voix au même niveau audio, sinon ce serait totalement inaudible et ça deviendrait compliqué. La règle de base, comme vous le voyez ici, par exemple, juste ici, j'ai une partie où les personnes parlent sur la piste verte juste en haut, vert foncé, et ma musique juste en bas. Et comme on peut le voir, j'ai déjà traité ma voix correctement, je l'ai mis au bon niveau audio déjà de base, donc à 0 décibels sur les pics de la voix. Et ici, en fait, j'ai baissé mon volume à moins 27 décibels, le volume de la musique. Je vous invite à le baisser entre moins 20 et moins 30 décibels pour avoir un résultat cohérent entre la voix et la musique. C'est vraiment correct. Et vous voyez à la fin que j'ai ici mis deux petites images clés qui sont juste ici et qui permettent en fait de remonter la musique au moment où je mets des séquences avec des plans de coupe sans voix off. Et donc là, ça devient hyper intéressant. On a un savoureux mélange en fait entre la voix off, la musique, et ce qui fait que les gens ne s'endorment pas, ce qui fait que les personnes qui suivent cette vidéo restent totalement attentifs car c'est rythmé et c'est correctement rythmé et on entend parfaitement les voix quand il le faut. Voilà, ça c'est très important. Maintenant, au niveau de la partie du coup purement traitement de voix, réduction du bruit. Donc comme je vous l'ai dit, ici par exemple, si on admet qu'il y a trop de bruit dans cette voix-là, je vais pouvoir faire un clic droit et faire ce qu'on appelle un dynamic link, mais là je vais certainement vous perdre pour les plus novices d'entre vous. Il faut juste comprendre qu'un dynamic link c'est un pont entre un logiciel et un autre de la suite Adobe Creative Cloud et il y a beaucoup de logiciels qui fonctionnent comme ceci, mais ce qui permet de passer de Adobe Premiere Pro à Adobe Audition hyper facilement. Donc en un seul clic, vous allez voir que ma piste audio va être transférée de Premiere Pro à Adobe Audition. Nous voici dans Adobe Audition, ça c'est ma piste avec la voix de mon personnage, je vous avoue que je n'ai pas écouté. Donc vous voyez la voix en plus, elle a été prise avec un micro assez lointain, c'était des conditions très spécifiques dans une sorte d'amphithéâtre, dans un amphithéâtre d'ailleurs. Et donc on peut le voir ici à l'image, on voit des petits grésillements même quand il n'y a personne qui parle. Vous entendez ce souffle ? Alors ce qu'il faut faire, c'est pouvoir le capturer comme ceci, en sélectionnant la zone, et il va nous servir de référence pour que la réduction du bruit fonctionne correctement.
Donc on va la sélectionner, on va faire un clic droit et on va capturer l'impression du bruit. D'accord, donc ça, maintenant l'outil comprend que c'est ça le bruit numérique que fait mon micro à ce moment donné. Et après, on va aller dans Effets, Réduction, Restauration de bruit et Réduction de bruit, Processus. Ce qui fait que là, la réduction de bruit est activée. Je peux prévisualiser pour voir si la réduction de bruit fonctionne ou non. Et je vais l'appliquer. Et comme vous le voyez, il n'y a plus aucun bruit. Alors j'ai fait une petite erreur, donc il faut bien ensuite l'appliquer bien évidemment sur l'intégralité du média, sinon ça ne sera pas d'une grande utilité. Comme ceci, et je vais l'appliquer. Et comme vous le voyez, le bruit sur l'intégralité est beaucoup moins audible et c'est beaucoup plus intéressant. Et donc la voix de mon personnage devient beaucoup plus audible en elle-même. Alors attention, la réduction de bruit, ça affecte des fréquences spécifiques de la voix de votre personnage. Donc allez-y en douceur. C'est pour ça que des fois la réduction par intelligence artificielle est aussi intéressante. Mais allez-y en douceur si vous réduisez les fréquences du bruit qui sont ici dans les zones calmes. Donc c'est pour ça que c'est important aussi quand vous enregistrez une vidéo, du son ou quoi que ce soit en termes de relevé d'informations, d'enregistrer des fois plus longtemps pour avoir cette référence sonore, d'enregistrer un petit peu plus longtemps des fois en vidéo pour avoir une référence visuelle d'un endroit donné, etc., etc. Bref, petite parenthèse fermée. Donc ce chapitre a été un petit peu plus long que prévu, je pense. Mais je vous ai au moins énoncé les grandes bases qu'il faut avoir pour faire de la retouche, de l'amélioration de vos objets médias audiovisuels, donc vidéo 360, photo 360 et sur la partie purement sonore. Donc j'espère que ça vous sera utile, que ce petit cours vous sera utile. N'hésitez pas à poser toutes vos questions encore une fois juste en dessous dans le box dédié à cet effet. Et on se retrouve sur l'un des derniers chapitres d'acculturation que vous allez avoir dans votre formation.